Aujourd'hui, à Mise à jour, que fait le port de Québec pour limiter la pollution dans Limoilou? Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous dire d'entrée de jeu que le port de Québec n'a pas cru bon répondre à nos invitations à participer à l'émission. C'est bien dommage, nous aurions aimé poser la question aux administrateurs du port, à savoir ce qu'ils font depuis un peu plus d'un an pour limiter la pollution dans le quartier Limoilou. Il faut dire qu'on apprenait la semaine dernière que l'Agence canadienne d'évaluation environnementale laisse le soin à l'administration portuaire elle-même de réaliser ses propres études sur l'environnement selon ses propres critères. On peut donc se poser la question, quelles sont les chances que le port se refuse à lui-même le droit de se développer ou encore s'impose à lui-même des sanctions pour avoir mal contrôlé la pollution provenant de ses installations, d'avoir pollué le sol, etc. Au printemps 2013, après que le port ait été identifié comme source de pollution au nickel, les gouvernements provinciaux et municipaux ont créé le comité de vigilance Port de Québec. La conseillère municipale, présidente de l'arrondissement La Cité-Limoilou, Mme Suzanne Véro, préside ce comité. Et en dépit du fait qu'en juin dernier, elle disait trouver que le comité n'avait pas réussi à prendre la place qui lui revenait, elle croit aujourd'hui plutôt à la bonne volonté du Port de Québec de bien faire les choses. Voici l'entrevue qu'elle m'a accordée lundi. Je pense que malgré tout, les gens du port sont très préoccupés par ça, par justement là, le soulèvement et tout ce que ça a apporté. Puis je pense qu'ils sont sincères dans leur vouloir de changer les méthodes et de travailler d'une autre façon. Et s'ils sont sincères, pourquoi pensez-vous qu'ils retiennent autant d'informations? Bien, le seul indicateur qui peut me permettre de croire qu'ils retiennent autant d'informations, c'est celui qu'on nous dit et c'est celui des débats juridiques et qui ne peuvent pas transmettre toute l'information tant que ces choses-là ne seront pas réglées en cours. Et vous les croyez? Bien, pourquoi je ne les croirais pas? Je veux dire, vous avez confiance? J'ai confiance. Oui. Je pense qu'ils n'ont pas le choix. Les citoyens sont là. Maintenant, c'est ouvert. Il y a une grande ouverture qu'il n'y avait pas avant. Alors oui, je les crois, j'ai confiance au comité, mais lorsqu'on commencera à recevoir les vrais résultats et tout, on pourra juger là qu'on va continuer notre travail, mais on le continue encore. Là, on a entrepris une démarche, on va accueillir, étant donné qu'on ne peut pas avoir toute l'information directement du port, on invite tous les utilisateurs, les compagnies qui œuvrent sur le territoire du port à venir nous rencontrer individuellement, à eux, on va pouvoir poser des questions qui seront libres de nous répondre. Alors ça, c'est la prochaine démarche. On a fait un plan d'action et ces invitations-là, d'ailleurs, partent aujourd'hui même. Il me reste seulement qu'à signer les lettres. On va les inviter un par un à venir nous expliquer leur mode de fonctionnement. Donc, le comité de vigilance est toujours actif? Le comité de vigilance est toujours actif. Il n'est pas question de laisser tomber la population. Il y a des débats très, très sérieux. Moi, je comprends la population. Je suis une citoyenne moi-même du secteur. Et non, le comité de vigilance est très actif. Est-ce que ça vous inquiète de voir que le port puisse s'agrandir autant, recevoir plus de matière, plus de métaux lourds, plus de pétrole, alors qu'il y a déjà des problèmes dans Limoilou? Bien, c'est évident que le comité n'a jamais été pour la fermeture du port. Il faut s'entendre. Ce qu'on souhaite, c'est des meilleures pratiques, OK? Alors, c'est certain que si on pouvait régler tous les problèmes qu'on vit actuellement avec les émissions de poussière, qu'on soit mieux informé sur est-ce que ça a baissé avec les nouvelles installations, où on en est rendu, on ne le sait pas encore, ce serait peut-être plus facile de donner notre aval et dire, OK, on va vous entendre, on va assister à la consultation. Est-ce qu'ils vont travailler avec de nouvelles méthodes de transbordement, des choses comme ça? Mais c'est à voir. Ouais. Je sens que vous n'êtes pas pleinement rassuré. Bien, écoutez, on ne peut pas être rassuré à 100 % quand on est en train d'essayer de régler des choses. J'ai confiance. Je ne peux pas vous dire que j'ai pas confiance, j'ai confiance. Oui. Mais la préoccupation première, c'est les citoyens, l'impact sur la santé, l'impact sur la santé des résidents du secteur. Mais
Mes deux prochains invités, Véronique Lalande est une citoyenne engagée dans ce dossier depuis plus d'1 an, instigatrice de l'initiative citoyenne Vigilance du port de Québec. André Bellil est le président de l'Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique. Bienvenue à vous deux. Merci beaucoup d'être là encore une fois aujourd'hui pour parler de ce dossier. Madame Lalande, d'abord, réaction à Madame Véro qui dit, elle l'a dit plusieurs fois dans l'entrevue, j'ai confiance, j'ai confiance, j'ai confiance au port de Québec. Avez-vous la même confiance qu'ils veulent bien faire les choses? Bien, comme on l'a dit depuis le début, pour nous, la bonne foi se présume toujours, puis la confiance, c'est un sentiment noble, mais la confiance, ça s'inscrit dans une trame, et ça s'inscrit dans une trame factuelle en ce moment qui ne nous permet pas d'avoir cette confiance-là après 2 ans, alors que toutes les études sont sur la table, alors que les autorités ont confirmé les problématiques, qu'on soit encore à essayer d'obtenir la moindre bribe d'information pour pouvoir effectuer notre travail de vigie, qu'on nous sorte toujours, quand je leur dis que, oui, les poursuites juridiques, elles sont là, mais elles sont là pour quelque chose. En fait, elles sont là parce que vous n'avez pas pris les moyens nécessaires et qu'aujourd'hui, la population a le droit d'obtenir réparation et d'empêcher que ces épisodes-là On peut se poser la question aussi. On nous dit toujours, bon, il y a des procédures en cours, mais si vous les rendiez publiques, si vous n'avez rien à cacher, peut-être qu'il n'y aurait pas ces poursuites-là. Monsieur Bellil, est-ce que, quand Mme Véro dit qu'il y a une plus grande ouverture que jamais de la part du port vis-à-vis les citoyens, vis-à-vis les instances gouvernementales, êtes-vous d'accord avec ça? Bien, il y a quelque chose qui a été dit dans le début du reportage qui m'amène à croire le contraire. Quand le port nous dit qu'ils vont respecter les réglementations et que c'est eux-mêmes qui vont se surveiller, ça, c'est une vieille histoire là, au Canada puis au Québec plus spécialement. Depuis la déréglementation, on l'a vu que ça donnait à Mégantic. Hein? La compagnie s'auto-surveillait, s'auto-réglementait et je me demande quelle réglementation ils vont appliquer puisque le fédéral, parce que c'est une instance fédérale, a aboli tout ce qu'il pouvait abolir de lois de protection de l'environnement. Puis les lois qui n'ont pas réussi à abolir, ils ne les appliquent pas. Alors, une institution fédérale, je ne crois pas, et en fait, je suis convaincu, qu'elle ne voudra pas appliquer la réglementation québécoise pour protéger la santé des gens, mais plutôt se défiler derrière l'absence de réglementation en justifiant qu'ils ont le droit de le faire. Oui, c'est un peu comme si au Québec, les entreprises pouvaient faire leur propre BAP et avoir leurs propres critères environnementaux. C'est un petit peu ça. D'ailleurs, c'est le député libéral Jean Lesage qui disait, ou plutôt Monsieur Drolet qui disait, écoutez, on se fie sur les règlements. Le port va suivre les règlements, mais on peut se poser la question, quel règlement? Quel règlement? Et on l'a vu, entre autres, dans le cas des fameux silos à granules de bois. Donc, c'était le promoteur, n'était pas le port, mais on avait écarté beaucoup d'éléments, même de l'étude environnementale, parce qu'il faut voir que l'étude va être faite selon les critères que le port va dicter. Et là, on parle d'un projet d'agrandissement majeur duquel le port est le promoteur. Et c'est lui-même qui va fixer les règles, donc pour passer les contrats aux agences qui vont effectuer les études environnementales. Et ensuite, c'est lui qui va recevoir ces études-là, les analyser et donner à lui-même le go pour procéder. Je pense que n'importe qui est capable de se rendre compte qu'un processus comme ça n'a aucun bon sens pour des activités à si grands impacts sur la population. Il doit y avoir une forme de contrôle externe. Et dans ce cas-ci, les lois sur la qualité de l'air s'appliquent. Même la ministre de l'Environnement au fédéral l'a reconnu. Les règlements en matière de qualité de l'air, ce sont les règles québécoises qui doivent s'appliquer. Le port, en fait, ne peut pas se définir en disant « je suis de juridiction fédérale ». Selon nous, c'est beaucoup plus le triple test qui doit s'appliquer. Si je suis une autorité fédérale dans une communauté comme le Québec et à l'intérieur d'une ville, je dois respecter tous ces paliers-là et non pas choisir celui qui fait mon affaire. Et ça fait partie de ce qui est en cours, justement, le respect des juridictions. Ça peut causer problème parce qu'on dit que la pollution ne s'arrêtera pas. Il n'y a pas un mur qui dit là, vous ne franchissez pas ça parce que c'est le fédéral qui gère. Vous ne pouvez pas aller plus loin. La clôture Frost autour du port de Québec est très poreuse pour les poussières. Monsieur Bellil, vous dites les promoteurs voient la réduction de la pollution comme une dépense, la santé des citoyens comme un embêtement. Si on part de cette prémisse-là, à quoi peuvent s'attendre les gens de Limoilou de la part du port de Québec? Si le fédéral n'agit pas, si le gouvernement du Québec n'a pas juridiction sur ce qui se passe sur les terrains du port? Bien, la population va définitivement devoir continuer à se mobiliser pour faire respecter un droit le plus élémentaire qu'on peut imaginer, le droit à un environnement sain ou le droit à la protection de sa santé. L'enjeu
on le présente du côté de la compagnie, on présente toujours ça comme des enjeux qui vont coûter trop cher et que c'est finalement pas possible ou très difficile. Il y a toujours 50 raisons pour ne pas passer à l'action. Mais quand c'est les enfants d'une famille, comme les enfants de Véronique et des gens dans Limoilou, qui est en jeu, bien, c'est plus une question d'argent, là. Et surtout que c'est pas réinventer la roue, là. Hein? On connaît les solutions, elles peuvent être appliquées, et oui, il y a un coût à ça, mais il y a un coût aussi à la santé. Quand il y a des atteintes à la santé, ça coûte cher à la société et ça coûte cher aux familles. Alors, la question, c'est est-ce que les profits de la compagnie sont plus importants que la santé de nos enfants? Et là, quant à moi, la réponse est simple. La compagnie arrive deuxième, c'est sûr. Mais j'irais même aussi plus loin, c'est-à-dire que le port nous présente toujours des faramineuses retombées économiques pour la communauté, alors qu'en fait, Mme Ferroux, les retombées sont beaucoup plus pour certains individus, certains utilisateurs du port, mais pour la communauté, en fait, les retombées des activités dans le vrac, je parle pas de l'ensemble des activités portuaires, mais juste pour le vrac, sont assez limitées. Et on nous présente toujours ça, mais on ne nous présente jamais la facture. Donc, l'ensemble des coûts en infrastructure, en construction, en maintien des infrastructures, les coûts de santé, les coûts socio-sanitaires, les coûts individuels, les coûts collectifs, l'ensemble des coûts que la communauté doit assumer. Et en fait, si on mettait ça en application, on verrait que, oui, certains individus génèrent de grands profits, mais que pour la communauté, en fait, ce n'est pas du tout payant de maintenir des activités de vrac solide et de vrac liquide aussi, mais des activités de vrac à l'intérieur, au centre-ville même de Québec, avec un si grand bassin de population à proximité. Il y avait un article il y a quelques jours dans Le Devoir où une médecin responsable de l'environnement faisait état, disait, écoutez, la pollution atmosphérique, il y a de plus en plus d'études. On connaît les impacts, on connaît les causes, la science évolue. Les règlements n'évoluent pas à la même vitesse. Ça prend quoi à ce moment-là? C'est une très bonne question. En fait, puis de voir aussi les réactions de notre direction à nous, de la santé publique, qui est d'une timidité, selon moi, Vous avez été très déçue du rapport de la santé publique. Je n'ai jamais été autant déçue d'un acteur dans tout ce dossier-là que la santé publique. Et encore là, je pèse mes mots, c'est déception. Pour qu'il y ait déception, il faut qu'il y ait eu confiance. Qu'est-ce qui vous a déçu essentiellement? Bien, pour l'ensemble de son action, c'est-à-dire qu'on minimise systématiquement les effets à la santé, alors que même l'OMS l'a reconnu et a dit que les États doivent se doter de mécanismes, surtout pour les poussières, surtout pour la question des métaux dans les poussières, et qu'on a toujours une attitude très, très rassurante, très, très non, mais il n'y a pas tant de problèmes que ça chez une propre... Et le rapport qu'ils ont sorti, en fait, c'est pas un rapport du tout. Nous, on attend un vrai rapport sur l'état de la situation, et ce qu'ils ont présenté, c'est un bilan des activités de leur comité. Et ils ont fonctionné par la population. Ils n'ont jamais rencontré la population. Ils n'ont jamais même été sur le terrain. Ils ont bloqué. Et ça, c'est des principes de base en santé publique. Les populations touchées par les problématiques doivent faire partie de toutes les étapes de l'identification de la problématique jusqu'à la solution finale. Ça fait partie de leur façon d'opérer. Donc, d'écarter ça, comment je peux avoir confiance après? Et en fait, leur rapport, ils ont passé des questionnaires directement aux entreprises. Les entreprises ont répondu et sur la foi de ces questionnaires-là, ils se disent que tout va bien, les moyens sont en place. Et en fait, on est vraiment aussi en train de distorsionner. On avait toujours dit qu'en matière environnementale, les gens ont une obligation de résultats et non pas de moyens. Et là, on vient me dire, vous pouvez être assuré, les moyens semblent avoir été mis en place, mais on ne peut pas dire quels sont les résultats. En quelques secondes, M. Bellé, vous en pensez quoi que la direction de la santé publique se donne un rôle de rassurer plus que de protéger la population? Oui, tout à fait. Quant à moi, la santé publique se défile. La vraie question, au fond, c'est qu'on sait que Limoilou, pour plusieurs raisons, est un secteur où la qualité de l'air est vraiment pour le moins mauvaise quand c'est pas tout simplement exécrable. Et la question, c'est pas bonne Claudeville aussi. Ben voilà, c'est pas ventilé, tout ça. Alors, la vraie question, c'est comment allons-nous faire pour améliorer la qualité de l'air dans Limoilou au profit des gens et non nous dire que, bon, finalement, ça rencontre les normes. L'exemple que je donne souvent, oui, on peut avoir 12 cheminées dans un endroit, elles vont toutes rencontrer les normes, mais la pollution globale qu'on va ressentir ou dans laquelle on va vivre, elle dépasse les seuils de protection de la santé. Encore faut-il que les normes soient à jour, ça c'est une autre question. C'est une autre Madame question. Lalonde, Monsieur Bellé, merci infiniment. Merci. En fait, est-ce que vous avez de la poussière, des poussières toxiques chez vous? Oui, chez nous, on a surtout des poussières de nickel qui sont d'une poussière noire qui se déposent sur les rebords de fenêtres. Moi, j'avoue que j'ai pas vu de poussière rouge. Ça va faire 2 ans que j'habite le quartier. Par contre, je vois une poussière noire quand même assez... une bonne quantité de poussière, mais plutôt noire. Là.
Je suis un petit peu plus éloigné, mais j'ai des amis là, qui habitent mettons, plus dans le Vieux-Limoilou, comme on dit. Puis eux ont eux autres, ils vivent pas dehors. Là. Moi, je peux encore sortir. Oui, ben on a de la poussière noire là, sur le bord des fenêtres, puis dans les moustiquaires, tout ça, oui. Sur la table de patio, toujours noir partout. À tous les 2 jours, il faudrait laver nos vitres, il faudrait laver nos choses. Moi-même, j'ai des problèmes de santé reliés à ça. J'en ai eu, moi, puis quand je lève mon plancher, bien, c'est noir. Est-ce que vous avez de la poussière toxique chez vous à la maison? Oui, on a eu. Oui? Oui. Où? Sur le bord des fenêtres, ces galeries, sur la voiture, partout, partout, partout. Mon chien est blanche, elle était rouge. Il est le député fédéral de Beauport-Limoilou, député du NPD. M. Raymond Côté, bienvenue à Mise à jour. Merci d'être là, M. Côté. Ça fait plaisir, Mme Garde. Vous avez déposé un projet de loi privé pour que les administrations portuaires soient surveillées, notamment par le vérificateur général du Canada, commissaire à l'environnement. Dans le cadre du gouvernement actuel, ça changerait quoi? Bien, ce que ça changerait, ça braquerait un projecteur, en fait, sur les activités portuaires. Vous savez, dans les années 90, quand le gouvernement libéral de l'époque s'était déchargé de la responsabilité de gérer les ports au Canada, oui. Les 18 autorités portuaires qui existent actuellement, c'est à peu près un État dans l'État. Elles sont entièrement autonomes, elles décident de leur sort et jusqu'à ce que Statistique Canada perdent les moyens, finalement, de surveiller le transit des matériaux sur les terrains des administrations portuaires. Le seul regard qu'on avait, c'était de la part de Statistique Canada. Maintenant, on est dans le noir à peu près complètement. Alors, un port décide dans quelles conditions, par exemple, il va faire une étude d'impact. Puis, selon quels critères est-ce qu'il va juger que le projet en question est conforme à des normes environnementales oui. ou autres? Bien, je posais la question d'entrée de jeu. Est-ce qu'on peut croire que le port va s'auto-sanctionner s'il y a de la pollution qui émane de ces installations? Est-ce qu'il va s'auto-stopper dans son développement? Est-ce que c'est réaliste de penser ça? Si le passé est garant de l'avenir, il n'y a pas de quoi à inspirer confiance. On l'a vu dans le cas des silos de granules de bois. Oui. Le chantier était déjà ouvert, les formes étaient déjà coulées quand la fameuse étude d'impact a été rendue publique le 31 octobre dernier. Alors, non, c'est ça. Actuellement, malheureusement, le Port de Québec n'a pas du tout la crédibilité, ne peut pas inspirer confiance de mener à bien un processus qui soit crédible, transparent vis-à-vis de la population, vis-à-vis de tous les acteurs dans la région de Québec. Là, on pose la question aujourd'hui, que fait le Port de Québec pour limiter la pollution dans Limoilou depuis le premier événement de poussière rouge, premier événement documenté? Vous répondez quoi? Qu'a fait le port, selon vous? Bien, premièrement, c'est resté entre les mains d'Arrimage Québec. Bon, ce que le port a toujours présenté, en fin de compte, c'est que la compagnie Arrimage Québec prenait des moyens en déployant un système de canons en haut, de capteurs aussi. Malheureusement, les données de ces fameux capteurs sur le site du port ne sont pas rendues publiques. On n'a absolument aucune idée de l'évolution de la situation. Alors, on est encore dans une opacité, là, un manque de transparence là, qui aide absolument pas à élever le débat puis à avoir un point de vue objectif. Alors, les seules données qu'on a actuellement, c'est les données de la station des Sables dans Limoilou, sur le bord de la rivière Saint-Charles, en plein dans le panache de contamination. Parce qu'on sait que même avec les canons hauts et tout ça, il y a eu d'autres épisodes de poussière dans Limoilou, donc ça n'a pas cessé. Non, absolument. Les données qu'on a de la station des Sables, là, de janvier au mois d'août, c'est les données que j'ai pu voir. Par rapport à la nouvelle norme provinciale, il y a encore des dépassements de l'ordre, écoutez, pour une quinzaine de captations dans le mois, c'est de 1 à 2 journées de dépassement. Alors, écoutez, il y a des journées qui ne sont pas couvertes. Et puis c'est ça, donc on peut peut-être déduire qu'il y a 3 ou 4 dépassements par mois, là. Quand le député libéral provincial de Jean Lesage, M. Drolet, se dit, lui, très positif quant aux actions qui ont été posées par le Port de Québec et peut-être via Arrimage Québec, qui fait le transbordement de nickel à ciel ouvert, comment vous expliquez que lui, de son côté, est si positif et vous l'êtes moins? Bien, écoutez, je pense qu'il s'est exprimé très, très clairement là, en défendant un modèle de développement économique.
quitte à ce que ce soit au détriment de la population de Limoilou. C'est très décevant. C'est ça qu'il faut voir. Est-ce que cette pollution-là en vaut le coût? Est-ce que les problèmes de santé en valent le coût, en valent le développement économique présumé du port de Québec? Oui, puis l'autre chose, c'est qu'il ne faut pas non plus que le débat soit défini comme étant une opposition entre développement économique et santé des gens. En fait, je considère qu'il n'y a rien d'incompatible entre les deux. Au contraire, personnellement, je considère que c'est tout à l'avantage du port de Québec de pouvoir développer des équipements, une expertise qui permettrait de pousser plus loin, justement, le contrôle des rejets polluants. C'est quelque chose qui peut être payant potentiellement. Alors, au contraire, il n'y a pas d'incompatibilité. Puis, je pense qu'aussi, on ne peut pas hiérarchiser au profit du fameux développement économique ou ce qu'on présente comme étant du développement économique, mettre ça dans une hiérarchie plus élevée que la santé, la sécurité et la qualité de vie des gens. Vous en pensez quoi de cette opération porte ouverte, opération Charme du port de Québec ce dimanche, où il y avait des citoyens inquiets qui ont manifesté, où il y avait un député libéral, M. Drolet, qui a dit, écoutez, il faut que ces gens-là comprennent que le port fait des choses et ils s'inquiètent un peu pour rien. C'est votre lecture du terrain, en quelques secondes. Oui, bien, moi, j'ai été appuyer les citoyens qui étaient présents ce dimanche matin. Évidemment, c'est quelque chose, ça ressemble beaucoup à une opération pour détourner l'attention. Et ça, c'est vraiment déplorable parce que, en fin de compte, c'est totalement dans l'intérêt du port de Québec d'aller au-devant des gens puis de dire on va s'asseoir ensemble pour examiner une solution définitive à ce problème. C'était pas le cas, c'était pas ça dimanche. Non, du tout. Monsieur Côté, merci. C'est un plaisir. Qu'est-ce qui vous inquiète dans le déroulement de tout ce dossier-là? C'est tout ce que j'ai entendu jusqu'à maintenant de la part des personnes haut placées. Je n'arrive pas à comprendre comment on peut faire fi de la santé des gens à ce point-là. Comment est-ce que c'est possible de passer outre ça puis de penser juste à des intérêts, j'imagine, économiques ou... Ça fait juste 2 ans que je suis sur la rue que je meurs. Et puis, j'ai des sinus bloqués, j'ai tous sans arrêt. Fait que des problèmes, j'en ai aussi. Là. Ça va empirer parce qu'ils font rien. Puis ils veulent régrandir encore plus. Oui, la quantité de nickel a diminué un peu. Mais quand même, il y a toujours beaucoup de poussière de toutes sortes de métaux qui tombent encore sur Limoilou. Je trouve que c'est long, puis qu'ils font rien pour la population. Est-ce que vous pensez déménager? Oui. Bien, en fait, ce qui est inquiétant, c'est qu'on n'a pas vraiment d'informations claires. C'est comme si le dossier était sur la glace un peu. On a l'impression que ça bouge pas. Je comprends pas pourquoi une compagnie ne serait pas punie parce qu'elle pollue, tu sais. Parce que ça n'a pas l'air à bouger. Y a-t-il un recours collectif ou il n'y en a pas? C'est la question qu'on se pose. Elle est professeure en didactique des sciences à la Faculté des sciences de l'éducation à l'Université Laval. Madame Chantal Pouliot, bienvenue à Mise à jour. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui. J'étais très intéressée de savoir que vous êtes en train de terminer un livre sur cette controverse dans Limoilou. Donc, il y a matière pour vous. Vous voulez jeter la lumière sur ce qui se passe là-bas. Entre autres, vous dites, ce qui est intéressant, c'est que les citoyens ont pris le rôle d'informer la population, n'ont pas rassuré avec des données scientifiques. C'est rare, ça? Voilà, c'est plutôt rare? C'est plutôt commun, en fait. Il y a plusieurs controverses comme celle-là qui sont liées à la santé environnementale. Qui sont Et que ce sont les citoyens qui vont de l'avant. Oui, les citoyens se mobilisent. C'est une mobilisation sociale pour produire des savoirs scientifiques, donc pour documenter la question, mais aussi produire des savoirs qui vont servir à l'ensemble des acteurs en autorité. C'est exactement ce qu'on observe dans le cas présent. On peut séparer cette mobilisation, cette production de savoir en 3 moments, là, très brièvement. Le premier, ce serait le moment où les citoyens ont reformulé le problème, ont redéfini le problème. C'est-à-dire qu'au départ, dans les premiers jours qui ont suivi la controverse, les autorités ont défini le problème comme étant
un problème de poussière rouge, donc local, unique dans le temps, unique dans l'espace. Et on décrit une erreur d'une journée, et voilà, et on décrit la terminé. poussière comme quelque chose d'inoffensif. Or, avec les travaux qui ont été faits de la part des citoyens de documentation, on a vite réalisé qu'il s'agissait d'une situation en continu, beaucoup plus nocive pour la santé qu'on peut le penser. Et donc, ils ont élaboré cette définition. Et on s'est retrouvé avec un problème qui, finalement, est un problème d'impact d'activités industrielles, portuaires, de transbordement sur l'environnement et les citoyens. Donc, c'est un élargissement considérable. Oui, donc on bien conscientiser la population. Puis, si je peux me permettre, le deuxième moment, c'est vraiment le moment de la production des savoirs scientifiques. Et beaucoup de données ont été produites, des résultats reconnus maintenant par l'ensemble des acteurs, c'est-à-dire des résultats qui sont rigoureux, qui sont fiables, ensemble de photos, vidéos, etc. Et donc, beaucoup d'analyses de données, production de 3 rapports qui sont tout à fait conformes aux règles de l'art en sciences, qui ont été produits aussi, ces rapports, et qui sont aussi utilisés par l'ensemble des acteurs actuellement. Et donc, vraiment un moment de production de savoir. Et finalement, un moment aussi qui est important, c'est celui de la circonscription des actions à prendre et des solutions possibles. Les citoyens ont procédé à un inventaire ou à des inventaires de solutions qui pourraient être envisagées pour la pollution métallique dans Limoilou actuellement. Si vous dites, Mme Pouliot, que ça se fait de plus en plus de voir des citoyens prendre un dossier en main, le mener, en parler haut et fort, qu'est-ce qui fait que c'est si intéressant, cette situation-là dans Limoilou qui vous amène à écrire un livre là-dessus? D'abord, c'est une situation contemporaine, c'est-à-dire que c'est en cours présentement. Ça fait 2 ans déjà et la situation est toujours aussi vive, elle est aussi forte. Et donc, dans l'espace-temps, pour 2 ans pour une controverse, c'est assez court, mais dans l'espace politique, c'est quand même assez long. Je veux dire, il y a sûrement des personnes que ça fait... Dans l'espace médiatique. Et donc, ce qui caractérise cette controverse, il y a des similarités avec d'autres controverses, mais il y a aussi des distinctions. Cette controverse dans les premiers. Et on peut, il y a différents éléments qui pourraient expliquer ça. C'est ce que j'aborde aussi dans le livre, qui, par ailleurs, est destiné aux citoyens, citoyennes concernés, aux personnes intéressées. Et donc, c'est pas un ouvrage pour des universitaires uniquement. Ça sera éventuellement, mais pour le moment, la première formule, c'est celle-là, parce que c'est difficile pour les citoyens d'avoir accès aux articles qui sont publiés sur le sujet si on n'est pas abonné aux revues scientifiques. Le fait qu'ils sont arrivés, Mme Lalande fait partie de ces citoyens qui, depuis le premier jour, est là, et aussi un peu envers et contre tous, contre les gouvernements, contre le port. Ça aussi, c'était particulier. On sentait, au début du moins, un peu de scepticisme par rapport aux données que Mme Lalande apportait. Absolument. On sentait du scepticisme. Oui. Comment vous expliquez ça? De façon générale, le début de la controverse, et encore maintenant, quand même en partie, le début de la controverse s'est déroulé dans un modèle qu'on appelle le modèle du déficit. C'est-à-dire qu'on a considéré, et c'est une chose courante, on a considéré les citoyens ici mobilisés comme des personnes déficitaires sur le plan de la compréhension des enjeux, sur le plan de la capacité de produire des savoirs et sur le plan de la capacité de devenir des experts d'une question. Or, il n'y a aucun doute, à ce jour, Mme Lalande et M. Duchesne sont devenus, et d'autres citoyens, je le mentionnerai aussi, sont devenus des citoyens experts de la question. Tout à fait. On a vu leur crédibilité monter et monter dans le temps. C'est extrêmement intéressant, Mme Pouliot. Merci beaucoup d'être à mise à jour aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis. Mesdames, Messieurs, on se retrouve demain soir, 19h. Bye-bye.